Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review de Fire Emblem Three Houses. Alors oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait de vidéo, je reviens de vacances, hein. Donc aujourd'hui, avant peut-être de reprendre The Witcher et compagnie, je me suis dit, je vais parler du jeu que j'ai fait globalement pendant mes vacances, c'est-à-dire le très bon Fire Emblem, puisque vous savez quand même, je pense que sur ma chaîne, il y a assez de contenu pour quand même respecter un peu, hein. Donc fatalement, c'est un jeu que j'attendais énormément, mais vraiment c'était l'attente que j'avais de l'année, hein, quelque part. Parce que bien plus que même Pokémon ou ce genre de trucs qui sont des jeux que je vais peut-être faire, hein, éventuellement, mais c'est moins ma cam, vous voyez. Ma vraie cam, c'est quand même Fire Emblem. Je suis un fan de la première heure, hein, on pourrait le dire, donc c'est quand même bon de le noter. On va pas perdre plus de temps, et on va immédiatement commencer cette review. Mes amis, mes enfants, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va parler des graphismes, et comme toujours, ça va pas être très très long, puisque moi, c'est pas quelque chose, je le dis à chaque fois, je crois, mais c'est pas quelque chose sur lequel je reste planté 10 ans. Euh, on va le dire tout de suite, ce jeu n'est pas très beau, hein. Ce jeu est même assez moche parfois. Je dirais que si vous voulez, on bénéficie d'une mise à jour graphique qui est un petit peu supérieure à la 3DS. Quoique sur certains éléments on pourrait débattre, hein, puisque c'est assez terne quand même, même en termes de gamme de couleurs. La... les gueules de gens d'animé, je sais pas comment le dire autrement, c'est assez basique en tout cas quand c'est graphiquement, hein. Je parle pas des face sets, hein, comme on appelle ça, vous savez, ce qui est dessiné à la main, quoi, hein, vous savez, ce qui apparaît durant les dialogues, hein, à côté de la fenêtre de dialogue. Oui, évidemment, ça c'est dessiné, donc on va pas parler de ça, ça c'est en 2D, c'est des vignettes, hein, quoi, voilà. Donc, moi je parle vraiment de la tête des gens graphiquement à l'intérieur. On dirait que c'est une sorte de 3D basique, en fait, hein, vous voyez, c'est assez moyen, très honnêtement, c'est assez moyen. Autant j'en attendais pas des masses, et déjà je suis content qu'on ait fait un bond dans ce sens, autant je peux pas dire que c'est rattraper les canons actuels, vous voyez, enfin, faut pas déconner non plus, hein, voilà. Donc graphiquement, ça reste assez moyen. Cela dit, bon, voilà, après quelques heures de jeu, on oublie vite. Il y a quelques ralentissements, hein, très clairement. Moi, j'ai acheté la version physique, hein, sur Amazon, donc voilà. Mais et d'ailleurs, j'en ai gardé une sous blister aussi pour non mais pour la collection, hein, pour le petit indicateur. Mais effectivement, donc petite boîte, hein, toujours pareil de la Nintendo Switch et avec voilà, sur le champ de bataille au sein de l'académie derrière, hein, on voit ça. Et oui, oui, c'est le packaging est plutôt sympa. Alors on voit que je sais pas si je le mettrai en post-prod, hein, mais on voit qu'il y a Claude qui est à l'envers, donc après c'est un choix esthétique, hein, quand même. Donc voilà, mais là surtout on parle des graphismes du jeu, hein, pas de la jaquette. Et donc voilà, en gros, je clôture là. C'est pas décevant, parce qu'on a quand même un petit peu avancé. C'est encore plus joli que par exemple quand il y avait les... Vous savez, quand vous avez les combats, que vous activez les combats, c'est... Voilà, c'est un petit peu plus joli que la 3DS, mais guère mieux, quoi. Vous voyez, c'est pas non plus éblouissant, c'est moyen, voilà. Donc je passe vite au scénario, hein, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Et alors j'ai été content sur le scénario, parce que j'ai vu, pour la première fois, j'ai vu quand même des débats intéressants et qui ne portaient pas sur la qualité du scénario, mais sur un vrai débat. Et ça, j'ai été très content. Et d'ailleurs, là, je ressors de mes vacances, j'étais aussi quelques jours sur les forums, hein, de jeuxvideo.com, et j'ai vu s'animer des débats. Alors parfois c'est un peu troll, parfois un peu voilà, mais j'ai vu des débats que j'avais pas vus depuis longtemps, hein. Sur de la philosophique même, hein. Est-ce que Edelgard machin, est-ce que Claude, il est pas profiteur de la situation que met en place Edelgard? Oui, et donc ça veut dire que ça fait réfléchir les gens. Et ça, je suis content. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, cette distinction en trois et cette façon de creuser le background a beaucoup plus inspiré les gens que Fates ou Awakening, hein, qui, de ce point de vue-là, était beaucoup plus creux, hein. On est revenu à des Fire Emblem où on creuse
vraiment le background. Et ça, je suis très content de ça. Globalement, alors c'est marrant parce que le scénario ne m'a pas laissé... Comment dire ça? Il m'a pas laissé une trace impérissable, vous voyez, quand même. C'est pas le jeu dont je trouve que le scénario, voilà, je le mets en top 5. Non, même pas. C'est même pas ça. C'est que je trouve que le background permet à ce qu'on ait un minimum syndical vraiment très sympa. Et voilà. Ce que je reproche un petit peu au scénario, si vous voulez, c'est que... comment dire? Si on prend Radiant Dawn par exemple, je trouve que peut-être, par exemple, le final est beaucoup plus impressionnant que le final de ces trois-là. Alors, je sais pas si je vais... Si, je peux spoiler un petit peu quand même. Si, je vais spoiler. Parce que je rappelle hein, toujours que mes reviews ont toujours spoilé, donc je vais spoiler hein, de toute façon. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu et que vous voulez garder la surprise, partez, hein, je suis désolé, revenez quand vous aurez fait le jeu. Ou bah, si vous voulez être spoilé, hein, restez. Et effectivement, sur les trois fins qu'on a, on a en gros, moi j'ai fait les trois, hein, je vous dis très clairement. Il n'y a qu'une voix que j'ai pas faite, et on m'a dit que c'était un peu du doublon, très clairement, donc voilà. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de doublons, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais il y a beaucoup de doublons quand même dans les chapitres. Hein, voilà. Pour l'instant, je reste sur l'idée de la fin de chaque voix. On a donc en premier lieu une voie où on affronte Rhea, hein, donc ça c'est plutôt Edelgard. Celle que j'ai faite en premier, ça. Hein, ma première partie a été contre Edelgard, et j'ai bien dit contre, donc j'ai fait la voie d'Edelgard contre Edelgard, donc du côté de l'église. Voilà, c'est instinctivement, hein, j'ai fait ça comme ça. C'était ma première partie. Donc c'était avec un billet ou mal. Hein. Ensuite j'ai fait une deuxième partie avec Claude. Donc Claude que j'ai fait avec une Byleth, hein, parce que je crois que c'est plutôt comme ça qu'on le prononce, féminine. Hein. Donc voilà, donc là, à la fin, vous affrontez Némésis. Hein. Sinon, la troisième fois que j'ai fait le jeu, c'était toujours avec une Byleth féminine. Et j'ai fait donc du coup la lune d'azur avec le lion de saphir. Et donc là, on affronte une Edelgard monstrueuse, tout simplement. Voilà. Et alors, sachez aussi que alors, il y a aussi la voix d'Edelgard, mais je crois qu'on affronte Rhea aussi, hein, si je me trompe pas. Et en plus, c'est plus court, je crois, il y a beaucoup moins de chapitres. De ce que j'ai vu. Hein, voilà. Mais je pense avoir fait quand même suffisamment le tour du jeu pour vraiment pouvoir me positionner, donc voilà. Hein. Et donc c'est vrai que oui, ce que je voulais dire, c'est que dans ces trois voies, eh bien, on n'a pas, je sais pas, on n'a pas l'impression que c'est des enjeux. Alors, on peut pas toujours faire des enjeux à la Radiant Dawn, voilà, mais peut-être que en termes d'intensité pour nous emporter, c'est tellement divisé, il y a tellement de bordel et de maisons que vous finissez quand même. Et alors, c'est ça qui est intéressant aussi, donc c'est peut-être un point fort, mais que tout est un peu équivalent. Je sais pas si je suis très clair. C'est qu'en fait, c'est ce qui m'énerve un peu, et c'est ce qui m'énervait déjà dans Radiant Dawn quand on affrontait, rappelez-vous, vous savez, à un moment donné, dans le chapitre 3 de Radiant Dawn, il y a ce petit passage où on passe d'un camp à l'autre. Et ben ça m'a toujours énervé. Vous voyez? Ça m'a toujours énervé parce que je n'aime pas trop affronter mes collègues que j'ai incarnés avant. Oui, je sais pas comment le dire, mais ça, je trouve que ça affaiblit l'enjeu quelque part. Vous voyez? Et encore, je trouve que dans Radiant Dawn, c'était mieux fait. Vous voyez? Mais c'est quelque chose de base que j'aime pas trop, en fait, très honnêtement. Et certains disent le contraire, c'est que certains disent ouais, il y a un enjeu à sacrifier, à attaquer nos alliés pour nous faire comprendre que la guerre, on attaque des humains comme nous. Vous voyez, enfin, je comprends qu'il y a un côté comme ça, mais moi, c'est quelque chose, je trouve, qui peut, de temps à autre, affaiblir un petit peu les enjeux. Vous voyez, selon comment c'est fait. Et là, je trouve que c'était moins bien fait en plus que Radiant Dawn. Donc, ce qui se trouve être que, d'ailleurs, dans 2 voies sur 3, on affronte des gens qu'on a côtoyés, Rhea, Edelgard, vous voyez, donc il n'y a que Némésis qui change un petit peu la donne, et d'ailleurs ce qui me fait penser que c'est un petit peu la voie
mainstream SJW. Ouais, je vais pas dire ça comme ça, mais vous voyez, c'est un peu ça. Bah, vous voyez, ça me donne cette impression-là. Hein. En tout cas, voilà. Donc tout ça pour dire voilà, que je trouve que c'est intéressant que le scénario soit plus fouillé, mais c'est vrai que les fins ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable. On pourrait le résumer comme ça. Hein, voilà. Voilà. Mais c'est rare hein, quand même dans les Fire Emblem où la fin me laisse pantois, donc faut pas prendre ça comme une généralité. Même Ashnard, on pourrait en parler, hein, parce que c'est un de mes Fire Emblem préférés, et pas mémorable hein, non plus. Enfin, vous voyez, il y a pas. Voilà, vous affrontez ce boss là, voilà. C'est vrai que Radiant Dawn a posé tellement un canon. Vous montez cette tour, vous affrontez des boss à la pelle. Vous voyez, enfin, c'est vrai que c'est la référence, quoi. C'est un petit peu. C'est la référence. Euh, Effectivement, ensuite, on pourrait parler de deux choses. Des événements marquants du jeu et du time skip. On va faire les deux. Donc, petit 1, les événements marquants. Bah, déjà, je pense que la mort de Geralt est quand même un de ces événements marquants. Alors moi, j'ai un problème aussi, parce que ça va un peu affaiblir aussi, encore une fois, le scénario, mais je trouve personnellement que cette scène, il manque quelque chose. Voilà. Il manque quelque chose parce que je trouve qu'on n'est pas assez attaché à Geralt. Euh, mais vous me direz, c'était pareil dans Radiant Dawn, hein, donc voilà. Euh, Sauf que dans Radiant Dawn, puisqu'on va encore faire la comparaison, je suis désolé, mais c'est les mêmes événements qui se produisent. Dans Radiant Dawn, vous avez, je sais pas, vous avez quand même, ça définit Ike. Vous voyez, ça définit Ike pour la suite. Finalement, dans Free Houses, il fait le mec grognon et oh c'est triste, un mois, voilà. Et puis après, bye bye, hein, on n'en entend plus parler. Non mais c'est vrai, hein, c'est ça la vérité. Hein. Et c'est là où, malheureusement, du coup, vous n'avez pas l'impression que c'est une importance tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc c'est peut-être là où il y a une faille dans cette histoire, c'est que dans Radiant Dawn, c'est beaucoup plus marquant parce que ça a une impact. Vous voyez, tout le long du jeu, et même jusqu'à quand, vous savez, on sauve là, la compagnie créole de Geoffroy et compagnie. Et ben là, il affronte à nouveau le Chevalier Noir et il veut lui niquer sa gueule. Vous voyez, il veut continuer. C'est ça sa motivation. Hein. Plus tard, dans le château de... Comment ça s'appelle déjà? Vous savez, le château qui s'effondre ensuite. Voilà, là, il va l'affronter. Il lâche rien. Voilà, il lâche rien parce que il doit se venger. Vous voyez. Et voilà, ça porte le scénario. Là, dans Free Houses, enfin, sauf si j'ai loupé quelque chose, mais ça n'a aucune incidence. Hein. Il y a le mois où il fait sa tête triste. D'ailleurs, ça, je trouve, c'était assez bien trouvé. Ils ont changé un petit peu vous voyez, l'attitude, les épaules hein, qui tombent un peu. Je trouve que c'est assez intéressant. Mais après, ça n'a plus aucune incidence, hein, ce truc. Hein. Donc voilà. Peut-être un petit peu dommage, là, vous voyez, sur certains éléments. Ce scénario n'est pas parfait, hein, je vous dis quand même. Je trouve que on va bien distinguer le background et le scénario. Le background est vraiment, ils ont vraiment fait un travail incroyable et vraiment je les félicite pour ça. C'est bien meilleur que Fates et Awakening, super. Scénario, je dirais qu'il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus transcendant. Hein, voilà. On va parler du time skip maintenant, hein, parce que j'avais dit qu'on en parlerait juste après. Donc le time skip, c'est en gros donc une ellipse temporelle, on pourrait dire, hein, de 5 ans. Donc il n'y a plus d'histoire d'enfants, mais il y a des histoires que les personnages ont évolué physiquement. Alors moi j'ai été un petit peu déçu de certains designs hein, quand même. Certains autres changent quasiment pas. Petra, on a l'impression que c'est juste elle est prise d'un angle de vue différent, hein, quasiment. Non, c'est un petit peu différent, mais vous voyez, on s'attendait peut-être à plus de prise de risque hein, dans le changement de design, et même des fois qu'ils soient un peu plus matures et beaux, vous voyez. Parce qu'il y en a certains, ils sont moches. Par exemple, Annette, je la trouve moche en. Voilà. Dorothea, je la trouve moche. Je trouve que ça lui fait. Elle a les cheveux plats devant, là. Non, mais sans déconner. Il y a certains éléments qui sont moins attractifs quand. Voilà. Moi, j'aurais aimé dire ah ouais, putain, il a évolué. Bernadetta, moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait. Vous voyez, on voit une belle femme qui a pris en confiance quelque part. Non, en fait, elle est pareille mais juste avec une coupe un petit peu au carré là devant, enfin je sais pas comment on dit, mais une frange, hein, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu dommage. Bon après, voilà, ils sont tous à peu près pareils. Hein. Il y en a très peu qui évoluent. Bon, il y a ce fameux soutien A qui est la plupart du temps post time skip, mais bon, on pouvait faire mieux. Je pense que là aussi on pouvait faire mieux. C'est sympa. Moi j'aime bien cette histoire parce que
c'est encore une fois, c'est dans l'esprit d'avoir des personnalités qui évoluent avec le temps. Et ça, c'est toujours très intéressant de se dire que c'est des gens vivants. Et c'est pas comme dans Advance Wars où vous créez un tank M qui n'a pas de personnalité. Vous voyez, c'est quand même différent. Hein, voilà. Donc, je dirais quand même que même si c'est pas très bien utilisé d'un certain point de vue, c'est quand même intéressant. Hein, c'est quand même intéressant. Euh, Ce saut dans le temps aussi, moi personnellement, je l'aurais. Moi, comme vous le savez peut-être, j'écris des bouquins et toujours j'ai l'idée que le scénario pourrait être mieux. À chaque fois, je me fais cette idée-là et je me dis, ils auraient pu faire des trucs mieux parce que par exemple, là, Biles se réveille, on sait pas trop. Vous voyez, ça aurait dû être mieux utilisé, ça. Je pense qu'il y avait matière à écrire bien mieux, qu'il soit recueilli chez un villageois par exemple, que ce villageois prenne soin de lui. Parce que là, on sait pas, il était dans un canyon, il s'est réveillé comment, il flottait. Oui, mais il a flotté pendant combien? 5 ans? Vous voyez, on comprend pas trop comment c'est possible cette histoire. On a du mal à s'imaginer. Donc un petit peu plus de storytelling aurait été pas mal, hein, quand même. Je pense qu'il pouvait faire mieux que ça. Après, bon, on comprend hein, quand même globalement où ça veut en venir, mais là encore, je pense que par exemple, oui, oui un jeu comme euh, Valkyria Chronicles a encore un petit peu d'avance en termes de narration, je le trouve. Parce que ils ont pris quelques habitudes supplémentaires, c'est mieux scénarisé qu'avant, mais il y a encore de la marge. Hein. Je pense qu'il y a encore un peu de marge. Parce qu'il y a des trucs qu'ils oublient de faire, qu'ils oublient de raconter, qui seraient très intéressants, et souvent on passe totalement. Voilà. Un exemple bateau comme ça, mais du chapitre 20 au chapitre 21, d'un coup on fait, je crois, 90 km vers l'est du pays, hein, vous comprenez ce que je veux dire, et on arrive à la cité des ténèbres. Par exemple, vous voyez, ça c'est un petit peu dommage. On aurait pu faire, voilà, on arrive, coucou, on arrive, et voilà, on est déjà chez les serpents, et bon. Vous voyez, bon, ils ont divisé en 3 parties leur jeu, hein, d'accord. Mais du coup, on rush un petit peu des choses qu'on n'aurait pas voulu rusher, sachant que déjà, il y a comme 10 chapitres réservés, vous voyez, quand même, à l'intérieur du monastère, hein, et où finalement on fait des trucs, bon, on développe un petit peu l'histoire, mais on prend quand même pas mal son temps. Hein. Alors que moi j'aurais préféré que la deuxième partie du jeu soit la plus massive, puisque finalement on se rend compte que c'est là où il y a le plus de choses qui changent quand même globalement. Moi j'aurais plus vu un truc comme 7 chapitres de monastère tranquille, et c'est cool encore, on est des élèves machin, et puis tout le reste, jusqu'au chapitre 22 ou 20, 21 ou 18, selon les cas, avec, vous voyez, un changement quand même massif qui est plus développé. Hein. Je pense que l'équilibrage en aurait été meilleur. Parce que là, moi, je vais vous dire, très honnêtement, hein, du chapitre 18, quand on est par exemple sur 22 chapitres, du chapitre 18 à 21, il n'y a plus rien à faire, on rouille un petit peu. Vous voyez, très honnêtement, on rouille un petit peu. Et voilà. Hein, alors, je sais pas si c'est le haut monastère qui se passe ça, ou si. Voilà, mais quand même, hein, faut le dire, il y a peut-être une carence sur l'équilibrage du jeu. Alors que le début du jeu est assez intéressant, hein, globalement. Il y a des nouveautés assez régulièrement. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux sur l'équilibrage et la répartition entre pré-time skip et post-time skip. Allez, mon avis rapide maintenant toujours sur le scénario, hein, sur les 3 voix. Et ça de façon assez rapide. Hein. Alors la voix d'Edelgard, j'ai trouvé que c'est la voix qui change le plus, hein, globalement, par rapport aux 3 propositions. Et ce qui est assez normal. Serdor, j'ai trouvé que c'était un petit peu la caution scénaristique équilibrée, si je puis dire, puisqu'on affronte Nemesis à la fin, donc qui est un petit peu dépeint comme le vrai boss de fin. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais effectivement l'ennemi quand même qui pourrait être la cause quelque part de tous nos malheurs. Même si Edelgard d'un certain point de vue et Rhea d'un autre point de vue pourraient aussi être hein, ces éléments, puisque Rhea n'est pas voilà hein, n'est pas toute blanche, loin de là. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est que les 3 peuvent être considérés comme les problèmes à régler hein, quelque part.
Mais quand même, on va admettre qu'on est des gentils SJW, que tout est clean. Et c'est vrai que Serdor, ça fait un peu... vous voyez, c'est un regroupement de l'Alliance. Vous voyez, c'est un petit peu comme Crimea dans Radiant Dawn. C'est un petit peu la caution. On est gentil, mais on a une dirigeante qui est hyper gentille. Et voilà, on est les gentils. Hein, quelque part, c'est un petit peu ça. Sachant quand même que notre ami Claude est quand même versé dans le côté fourbe, hein, voilà. Il est quand même, il attend que ça se passe et bon, hein, on peut débattre aussi de ça. Et puis Lion de Saphir, alors personnellement, hein, moi j'ai trouvé que c'était la voie la plus complète sous plein d'aspects. On peut faire l'annexe avec Annette, on obtient l'arc de Claude, on a Gilbert qui ne vient que dans cette voie, ce qui permet aussi d'avoir un entraîneur supplémentaire en deuxième partie de jeu, hein, soit dit en passant. Et il y a un chapitre en plus par rapport à Serdor, et 4 par rapport à Edelgard. Donc très honnêtement, moi si je devais vous conseiller un ordre de passage, je vous recommanderais de faire le mainstream Serdor en premier, ensuite d'enchaîner avec Edelgard, parce que vous avez moins de gens, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, parce que si on est dans l'intention, vous voyez, de faire full Edelgard, je pense quand même que c'est quand même... D'ailleurs, il y a plein de gens qui vous quittent hein, si vous suivez Edelgard. Donc peut-être faire Edelgard en second, en restant à ses côtés, hein, pas là. Parce que la voie de l'église, alors, la voie de l'église que j'ai faite moi en premier, c'est quand même une version Serdor, Eco Plus, avec à la fin on vous met Réa, on sait pas pourquoi, parce qu'en plus on était du côté de Réa, vous voyez, on vous met le boss de Réa, on sait pas pourquoi. Moi j'ai rien compris à cette histoire, pourquoi tout à coup c'est parti en couille comme ça. Voilà. Donc c'est en gros Serdor, mais on remplace Nemesis par Réa. Et voilà. Donc c'est un peu... Franchement, quand j'ai fait cette partie-là, c'est pas celle que j'ai le plus appréciée. Franchement, hein, très clairement. La voix d'Edelgard du côté de l'église n'a absolument aucun sens, selon moi, hein, très clairement. Mais voilà. Et puis en fait, vous finissez par finalement la chose la plus dense, qui est Lion de Saphir, selon moi. Et je pense que si un jour vous vous foutez complètement d'avoir des préférences entre les trois, moi personnellement je pense que je referai à chaque fois Lune d'Azur quand je voudrais faire le jeu, que j'aurais pas de préférence pour faire une ou l'autre, vous voyez, des voix. Parce que c'est quand même la voix qui permet le plus de choses et d'être le plus complet possible. Vous n'êtes pas privé de Hilda, alors vous êtes privé évidemment de ceux qui sont liés à Edelgard, mais bon, c'est Hubert et Edelgard en fait, hein, voilà. Et le leader de chaque maison est toujours, voilà, non recrutable. Bref, donc voilà, hein, j'en ai fini un petit peu avec le scénario. Donc en gros, grosse amélioration sur le background, mais scénario qui est peut-être un petit peu meilleur quand même que pour ce que ça creuse, c'est un petit peu meilleur que Fates et que Awakening, mais c'est pas encore du niveau de certains autres Fire Emblem et même d'un scénario tout court qu'on pourrait attendre de ce genre de jeu hein, quand même. Voilà. Les rebondissements sont un petit peu convenus et manquent d'impact. Hein, on l'a vu avec Gérald. Donc voilà. Il y a des choses qui se passent, et notamment des moments clés, juste au moment où le time skip apparaît, qui pourraient être mieux utilisés. Hein, voilà. Donc je pense que voilà, j'en ai fini avec le scénario. On va passer au gameplay, alias la jouabilité en français. Alors, là, encore une fois, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si on va mettre 1 heure hein, pour celle-ci, parce que ça, j'ai beaucoup de choses à dire encore. Le gameplay. Alors, le gameplay, déjà, on va parler de la méthode pour recruter les élèves, que j'ai trouvé un petit peu chiante. Pourquoi ? Parce que habituellement, alors déjà, ça nous prive du très bon thème de recrutement. Hein. Bon, ça, c'est dommage, mais c'est comme ça, parce qu'à partir du moment où vous les recrutez comme ça, bah, un thème de recrutement c'est pas utile, vous voyez, parce que le thème de recrutement, il est là pour célébrer un changement, acter un changement. Alors on aurait pu quand même le mettre, mais c'est un peu bizarre parce qu'ils sont dans la même école, il y a moins d'impact. Donc c'était pas, voilà, hein, c'était pas quand même relatif à quelque chose de vraiment changeant. Vous voyez, quand vous entendez le thème de Radiant Dawn, il y a cette volonté de convaincre. Vous voyez, de faire appel, vous voyez, à votre fierté, à votre
capacité à convaincre l'autre. Vous voyez, il y a ce côté-là dans cette conviction de la musique. Là, bah, une fois que vous les avez convaincus, bah voilà, hop, bah, je vais te rejoindre, hein, prof, c'est bon. Ou des fois ils vous rejoignent d'eux-mêmes, donc voilà, hein, c'est bon. Donc effectivement, ça s'y prête moins, dommage. Mais surtout, la méthode pour recruter, c'est en gros, euh, vous devez soit avoir un soutien B avec eux, ils vous rejoignent, soit vous devez atteindre des créneaux, et vous pouvez coupler ça aussi avec le soutien, puisque ça baisse les nécessités. Et donc, soit vous pouvez vous-même aller leur reparler après, et c'est bon maintenant, vous pouvez recruter direct, soit vous attendez, parce que comme vous n'avez pas les éléments, notamment, et que vous n'avez toujours pas les éléments, vous pouvez quand même attendre que eux-mêmes viennent. Hein. Et c'est lié à un pourcentage d'ailleurs de chances que ça s'active, parce que en refaisant la semaine, vous aurez peut-être un résultat différent. Donc n'oubliez pas ça, c'est très important. Mais il s'avère quand même que je trouve que ça a des incidences quand même. Parce que si vous voulez leur faire prendre une voix un petit peu différente, je sais pas, moi par exemple, Félix H et Aérien, je dis ça comme ça, si vous le prenez trop tard et que vous êtes du côté de Serdor, attention, parce que le mec va commencer, même niveau 10, déjà il est C+, hein, sur son épée et sur le gantelet. Et donc, ça commence à avoir pris un petit peu d'écart. Donc, on peut... Moi, maintenant que j'ai compris comment faire, je trouve que ça va. Mais en fait, ce qui est énervant, c'est que vous devez les gaver de cadeaux et surtout courir après eux dans le monastère. Et c'est là où j'en viens peut-être à cette histoire de monastère. J'aurais aimé quand même qu'on ait l'option dans un menu où vous avez tous les élèves et que vous ayez des options contextuelles, voyez, avec des menus. Alors évidemment que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est déjà le cas. Regardez la forge. La forge, il y a un menu contextuel quand vous êtes en préparation pré-bataille, voyez. Vous avez ce fameux menu en rond, vous avez la forge que vous pouvez activer, et vous pouvez réparer, vous pouvez faire des choses, vous pouvez acheter des choses. Voilà. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec les élèves? Voilà. Alors oui, effectivement, à la fin, ça reviendrait à dire, on n'a plus besoin d'explorer le monastère. Ouais. Mais après, je sais pas. Moi, personnellement, si vous voulez faire courir, se téléporter après chaque élève que vous voulez recruter, je trouve que c'est un petit peu, parfois, pas gavant. De toute façon, souvent, vous entraînez un personnage à la fois. Donc, voilà. Mais, parce que vous achetez un certain nombre de cadeaux, et il y en a un certain nombre chaque mois. Donc, voilà, hein, c'est quand même limité. Mais, je sais pas. Moi, je trouve que pour donner des cadeaux comme ça, vous voyez, bourré de cadeaux, je pense que ça aurait été mieux qu'ils fassent un truc contextuel également. Voilà. De toute façon, ça n'empêchait pas non plus de faire des activités, puisque après, on aurait pu dire que la pêche, la serre, vous devez toujours y aller. Ou certaines autres activités un peu moins importantes. Mais là, quand même, je trouve que le recrutement, c'est quand même important dans le jeu. Ça, ils auraient peut-être dû y mettre en action contextuelle, je pense. Hein. Parce que c'est un petit peu gênant quand même, hein, de courir après tout le monde. De même pour leur parler. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, si vous voulez quand même avoir un influx positif pour leur répondre, des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas, des fois il n'y a rien. Vous savez, un choix entre deux lignes de dialogue, là, vous savez, qui vous donnera, un des deux vous donnera un petit peu de... Voilà. Ça, est-ce que vous croyez pas que un menu contextuel aurait été mieux? Vous voyez, au lieu de partir à la chasse de tout le monde. Moi, je le faisais plus à la fin, ça me saoulait. Surtout que bah, je recrutais ceux que je devais recruter. Mais donc je le faisais pour ceux qui étaient voilà. Mais pour tous les autres, je le faisais plus parce que ça me saoulait. Hein. Mais quand même, vous voyez, je pense que là, il y a un petit défaut du gameplay à ce niveau-là. Hein. S'il le rajoute avec une mise à jour, j'en serais très heureux. Pour plein d'opérations, ça sera très utile. Et ça n'empêche pas, par exemple, hein, de laisser l'exploration du monastère pour la serre. Ça me dérangeait pas trop d'y aller, hein, franchement. Ou la pêche, vous voyez. Ça, je trouve que c'est légitime de le laisser sans contexte en menu, vous voyez. Ça, je peux, ok. Mais il y a d'autres trucs, c'était un peu plus relou quand même. Hein. Voilà. Je pense que parler aux gens, il faudrait le mettre en menu.
quand on leur donne des cadeaux, tout ça, je pense, tout ce qui a trait aux élèves éparpillés de partout, là, je pense que ça, il aurait fallu quand même, voilà. Voilà, donc ça, j'en finis, mais voilà, méthode un petit peu chiante pour recruter, ça peut se débattre. En deuxième partie du jeu, il n'y a plus ça, hein, mais bon, quand même, hein, voilà. L'impulsion divine, maintenant, on va en parler. Donc l'impulsion divine, en fait, c'est le fait de rembobiner le temps pour revenir à n'importe quelle étape de votre progression dans la map. Et tout ça pour le coup de 1 point. Et ça, malheureusement, il y en a peut-être encore un peu trop, hein. C'est vrai que ça permet quand même de complètement casser finalement le niveau de danger, puisque il vous arrive quelque chose, vous avez 12 impulsions divines pour vous en sortir, et à n'importe quelle étape du combat en plus, hein. Vous pouvez revenir un peu plus avant, deux combats avant si vraiment vous avez fait de la merde. Enfin, vous voyez, il y a quand même... on est en passe, on reparlera de la difficulté, hein, mais on est en passe de devenir sur une série qui va vraiment être de plus en plus facile avec ça, avec ce genre de choses. Alors après, il y a du plus, il y a du moins. C'est-à-dire que maintenant, on ne tolère plus que le joueur soit frustré, hein, parce que c'est ça, en vrai, hein, quand vous échouillez à conserver tous vos persos, reset, et on refaisait, hein, la map. Ça apprenait beaucoup plus la frustration, le fait de bien jouer, hein, tout de suite, et pas toujours oh, je peux faire une erreur, c'est pas grave. Voilà, hein. Et puis aussi, il y a toujours cette dynamique, on peut jouer un petit peu n'importe comment, finalement, même quelque part, indirectement, on peut jouer n'importe comment, et puis si on fait une erreur, fuck, hein. Et ouais, c'est un peu ça le problème, hein, de ce... Et de toute façon, voilà. Et le problème, c'est que, comme ils veulent attirer un maximum de monde pour frustrer personne, et ben ça, vous pouvez être sûr que ça va rester, évidemment. Donc c'est un petit peu le problème, hein, malheureusement, c'est que même si on pense que ça a des effets positifs, il y a quand même un effet, en tout cas. Il y a un effet sur le jeu, c'est indéniable. Même un habitué comme moi prend ses aises au bout d'un moment, évidemment, hein. Même moi, je prends mes aises. Je fais des coups plus risqués que je tenterais normalement. C'est une évidence. Alors après, ça a un côté positif. Si vous faites une petite erreur qui était bête et que normalement, en tant que Balthazar, joueur expert des Fire Emblem, vous n'auriez jamais fait, ça vous permet de corriger ça. Effectivement. Il y a du pour et du contre, hein. Je suis pas totalement contre ou totalement pour. Je suis assez divisé sur l'impulsion divine. C'est assez difficile à déterminer, très honnêtement. Donc, malheureusement, quand on hésite, eh bien, c'est à la faveur de cet élément de gameplay, hein. Donc, il peut rester, vous voyez, quelque part, c'est un peu ça. Et les développeurs sont dans le même cas, hein, quelque part. Surtout que eux, en plus, ont l'avantage de se dire... Donc, les joueurs nouveaux, comme ça, ils ont un moyen de ne pas être du tout frustrés, de ne pas recommencer, etc. Moi, je me rappellerai toujours... j'avais fait jouer une fille que je connaissais, et je l'avais fait jouer à Phoenix Wright. Et qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit, en gros, oh, ça me saoule de recommencer l'affaire à chaque fois, je trouve pas, etc. Ça me lasse, j'abandonne. Et ouais, ouais. Et donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que pour attirer les gens qui ont une capacité de résistance soit à la frustration, soit au temps qui passe, pour éviter qu'ils aient à trop, voyez, avoir ce genre de paroles et de comportements, vous leur mettez ça pour que quand même ça passe. Vous voyez, donc malheureusement pour les développeurs c'est très intéressant. Donc voilà, hein, c'est un peu le problème. Ensuite on va parler du demi-farm intégré. Alors c'est vrai que dans ce jeu, bon moi j'ai fait 3 voies, et on constate très vite qu'en fait, en gros 90% du temps, en tout cas moi je faisais comme ça, j'alternais entre... il y a 4 occurrences de semaines. Première semaine, vous avez très clairement le quartier libre, bataille 3, quartier libre 10, bataille 3. Hein. C'est un peu ça, le schéma final vers les derniers chapitres, c'est ça. Donc, en fait, le problème, c'est que vous avez 3 batailles. Et le hic, et c'est ce que j'expliquais sur les forums, c'est que on instancie ça en plus dans le mois. Vous voyez, c'est pas un truc un peu à la marge, vous n'êtes pas obligé de le faire, ou vous actez pas quelque chose pour le faire. Vous voyez, comme par exemple Shadows of Valencia.
Vous pouvez faire le truc une fois et repartir. Mais vous pouvez aussi acter du fait de rester et de farmer en boucle les fameux sanctuaires. Hein, voilà. Et oui, mais vous pouvez aussi repartir. Il n'y a pas rien qui vous indique que vous devez rester là à 10 ans. Le problème de Fire Emblem Three Houses, c'est que c'est plus pernicieux que ça. Là, en gros, on vous propose un choix entre 2-3 conneries, donc se reposer. En gros, il y a quoi d'autre? Il y a le quartier libre, il y a les batailles, et les... Attends, j'ai oublié le terme, vous savez, c'est les fameux... quand vous avez un maître de conférence qui... voilà. Je sais plus le terme, ça reviendra peut-être. Et voilà, vous avez ce choix-là. Donc ça donne l'impression au joueur qui doit quantifier un choix. Et une fois que vous avez choisi bataille, par exemple, je choisis bataille, admettons. Hein, vous voyez, c'est quand même une option qu'on vous propose. Donc est-ce que c'est exactement la même chose que... voilà, faire le choix d'aller vers en gros, on pourrait dire des annexes de farm hein, optionnelles? Je ne sais pas. Parce que là, on vous dit, c'est comme si vous aviez vos gâteaux, on vous donnait 3 gâteaux, on dit, bah, tu peux aussi te reposer, hein. Tu peux te reposer et passer tout l'intérêt d'avoir plus de... Ouais, vous me direz que c'est la même chose, mais c'est pas présenté pareil. Vous voyez, c'est pas du tout présenté pareil. Et donc, du coup, vos 3 gâteaux, vous les mangez. Et vous avez moins l'impression de faire du farm. Donc, est-ce que Et par exemple, on pourrait dire aussi, on pourrait riposter en disant, ok, bon, c'est dit comme étant des annexes optionnelles, donc c'est optionnel. Balthazar, tu nous dis de la merde. Non. Parce qu'on pourrait questionner les paralogues, qui ont la même valeur, en fait. C'est des annexes également. Donc, c'est du farm ou pas du farm? Vous voyez? Et c'est au même endroit. Donc, c'est pas les paralogues d'un côté et en gros les trucs optionnels de l'autre. Optionnel vraiment, c'est du côté du mode normal. Et oui, le mode normal, vous avez vraiment un truc optionnel infini, que vous pouvez faire de manière infinie. Ça, c'est du farm, on est d'accord. Moi, je vous parle bien du mode difficile. Hein. Moi, parce que j'ai fait que du mode difficile. On reparlera un petit peu plus tard de la difficulté. Hein, mais moi, j'ai fait que du mode difficile classique, on est d'accord. Donc déjà, les développeurs vous disent, bah, il n'y a plus de farm. Oui, quelque part, entre guillemets. Hein. Donc vous vous retrouvez avec ces 3 batailles. Oui, ça fait beaucoup quand même là, quand même. Hein. Et ouais, sur la fin du jeu, dès que vous avez le niveau A+, de professorat, bah c'est ça en fait. Hein. C'est que vous avez en gros 3 batailles de farm. Quelque part, on peut dire que c'est du farm quand même. Hein. Donc soit vous vous dites, non c'est trop long, ça me saoule, je fais un repos pour réparer de la merde, ou vous faites un séminaire, ça y est, j'ai retrouvé le terme. Vous faites un séminaire, voilà, mais c'est moins intéressant quand même globalement, hein. Très honnêtement. Soit vous faites du quartier libre pour entraîner. Encore faut-il ne pas être monotype, parce que moi, ma première partie, j'avais fait du monotype épée, hein, parce que j'avais fait le truc vraiment que tout le monde a dû faire. Et voilà, moi j'avais S+, je savais plus dans quoi mettre, hein, vous voyez. En plus, j'avais personne, parce que j'avais recruté personne. Non mais sans déconner, je n'avais plus Edelgard, je n'avais plus Hubert, je n'avais recruté personne, il y avait très peu de monde pour m'enseigner quoi que ce soit. D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous entraînez, vous, de votre côté, un élément, surtout en monotype, les élèves, ils auront moins que vous, hein, de toute façon, donc peu importe le truc, voilà, ils auront moins que vous. Même Petra avait moins que moi, donc de toute façon, voilà. Et elle était SP épée. Donc voilà, moi j'avais rien vraiment en termes de quartier libre, voilà. Donc il me restait les batailles, vous voyez, malheureusement. Donc, vous voyez, c'est ça un peu le... Et d'ailleurs, soit dit en passant, le quartier libre, dans la deuxième partie du jeu, si vous n'avez pas tous les élèves et aussi les professeurs, j'avais même pas les professeurs, parce que j'avais même pas compris qu'on pouvait les recruter dans, dans ma première partie. Et j'avais vraiment personne pour m'apprendre des choses, hein, voilà. Donc le quartier libre ne servait plus à rien, vraiment, dans ce cadre-là. Hein. Je passais mon temps à faire du réfectoire, et même, il me restait encore des points, vous voyez, donc voilà, on peut se questionner quand même sur cette idée, c'est quand même massif. Hein. Et je me demande comment ça va... Je pense que bah, de toute façon, les LTC, ils vont considérer que tout map qui est fait en optionnel, c'est des tours en plus. Donc si vous êtes LTC, je pense que ça va virer, de toute façon. Hein. Ils feront que les chapitres, voilà. Mais après, il y a une seconde catégorie de joueurs qui peuvent se poser la question, est-ce que c'est légitime, et là c'est la question de la légitimité, est-ce que c'est légitime ou pas de faire ces... Parce que c'est quand même dans le gameplay, vous voyez, c'est quand même très intriqué dans le gameplay, plus que dans les autres.
Dans Fire Emblem 8, par exemple, vous n'avez pas ce genre de choses. Dans le 8, vous n'êtes pas obligé de faire les combats annexes. Hein, voilà. Vous pouvez directement passer. Parce qu'en plus, vous voyez, vous avez accès à la suite directement. Là, ce qui est pernicieux dans ce jeu-là, c'est que il faut attendre la fin du mois pour accéder à ça. Et ouais, non mais c'est ça. Alors oui, vous avez une option pour passer. Mais enfin, dans le déroulement temporel du mois, on vous incline quand même à devoir faire une activité cette semaine-là, puis cette semaine. Vous voyez, donc, en fait, ça fait vite... c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et à mon avis, en termes de légitimité, malheureusement, cette part de farm, elle sera un peu instanciée au jeu quand même, je pense, hein, personnellement. Alors ensuite, on va parler des objets trop cheatés. Alors les objets trop cheatés, bah, on peut parler de Tirsus par exemple, et de plein d'autres objets qui quand même facilitent le jeu quand même fortement, hein, très fortement. Tirsus, il vous ajoute 2 de portée, et puis il peut vous permettre de réduire par 2 les dégâts physiques ou magiques, donc c'est quand même complètement dingue. Hein. Vous avez par exemple l'écu Aurora. Vous mettez ça, vous faites un Lord de Wyvern, fin du game, puisque vous n'avez plus de faiblesse. Voilà, donc c'est super, hein, évidemment. Voilà, vous avez beaucoup d'objets qui sont très intéressants, du coup, mais peut-être un petit peu trop cheatés pour du Fire Emblem, quoi, hein, quand même, hein, parce que là, ça déstructure totalement hein, le jeu. Je vais pas vous le cacher, hein, très honnêtement, le Lord Wyvern est la meilleure classe du jeu, sans aucun problème. Vu les GR, vu qu'on peut contrer sa faiblesse principale par un objet, c'est vraiment très impressionnant le Lord Wyvern. Hein. Vu qu'il donne de la force et de la vitesse en GR, et c'est les 2 choses les plus importantes, même la magie, j'ai trouvé que sur la fin, là j'ai fait une partie, avec ma partie des serres d'or, j'ai vu Lorenz, hein, il s'écroule à la fin. Et oui, parce qu'il n'a pas assez de vitesse. Hein. Il a 42 vitesses, il s'écroule parce que sa classe magique ne lui donne pas de bonus dans la vitesse en termes de GR. Et on le sent que ça s'écroule, on sent qu'il ne double plus rien, en fait, hein, vraiment. Et c'est vraiment notable. Et comme les classes magiques en plus, c'est plus difficile d'aller chercher la Pégase quand vous êtes féminin. De toute façon, Lorenz est un mâle, hein. Mais quand vous êtes féminin, même par exemple l'Isitea, c'est difficile d'aller chercher la Pégase parce que la Pégase n'utilise pas la magie. Vous voyez? Donc c'est un peu plus compliqué d'instancier ça comme ça. Hein. Donc, vous voyez que les classes magiques sont très forts hein, dans le jeu, il n'y a pas de souci sur ça. L'Isitea, c'est un petit peu différent. C'est que même quand elle double pas, elle one-shot. Donc de toute façon, elle, c'est un cas à part encore. Elle, c'est un cas bien particulier, on pourrait le dire. Hein. Mais sur le papier, je dirais pas non plus que c'est la plus... je pense vraiment que Lord of Wyvern, pour Lunatic, ça va être ce qui va être vraiment de plus pété. Et je pense que je sais déjà comment créer ma team efficacement. On va pas faire de l'optimisation et parler d'opti sur cette vidéo-là, hein, c'est une review. Mais quand même, voilà, petit mot pour les Lord of Wyvern quand même. Voilà, donc des objets trop cheateux. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de coups de paralogue, donc j'imagine que ceux qui vont faire du LTC ne feront pas ces paralogues-là. Mais vu comme le jeu est fait, je suis pas sûr même que ça soit très problématique. Hein, donc faut voir. Hein, faut voir. On va parler du temps en académie. C'est vrai qu'on pourrait pester contre le fait qu'on passe un petit peu trop de temps en académie. On en a déjà parlé, je vais pas y revenir trop sur ça. J'aurais aimé que ça soit plus limpide, peut-être. Hein. Bon, à la limite, quand vous pêchez, je veux bien y comprendre un petit peu, mais on se balade un petit peu trop dans tous les sens. Alors, au bout d'un moment, vous connaissez les bails. Moi, je commence toujours par la serre, ensuite, je fais le réfectoire, ensuite, je fais les entraînements de Billets, hein, vraiment. On a une petite routine, hein, au final. Hein, c'est pas non plus très chiant non plus, mais je pense qu'il y a certaines choses qu'on aurait pu quand même réduire un peu en termes de temps hein, écoulé. Voilà. Donc voilà, hein, c'est un peu ça. Petite mention pour le professorat, qui est une bonne idée. Moi j'ai adoré le concept de gameplay, de dire on est un prof, on entraîne nos élèves. Ça fonctionne du tonnerre.
Le truc juste génial d'avoir mis des lettres qui augmentent finalement vos notes. On le voit comme ça d'ailleurs, la façon de noter, ça rappelle la notation américaine. Vous voyez, le A encerclé. C'est bien trouvé. Faut dire que là, ils ont eu un coup de génie sur ça. C'est vraiment super bien trouvé. L'idée même d'être prof, sensei, c'est fort. Hein. Faut dire ce qui est, c'est fort. C'est fort. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai beaucoup aimé. L'ambiance scolaire du jeu est très bien réussie, quand même, globalement. C'est vraiment... Et c'est totalement intégré au scénario. C'est bien. Hein, non, c'est bien. Franchement... Alors, quelques notions de gameplay. Là, je regarde Serenes Forest pour voir si j'ai rien oublié avec le gameplay. Après, on termine sur ça. Donc, les bases stats. Allez, je fais rapidement un petit mot sur chacun. Bases stats, j'ai constaté que elles sont assez similaires de l'un à l'autre. Il y a quand même des différences. Hein. Il y en a qui ont 8 de force, d'autres 11. Ça a une incidence quand même, hein, pour démarrer. Ferdinand va démarrer plus difficilement que Claude ou Delgarde ou je ne sais qui. Hein, voilà. Sinon, les bases sont assez similaires dans ce jeu. Il y a souvent, on se retrouve avec des gens qui ont une défense à 6-7, une vitesse à 8. Vous voyez, c'est vraiment très similaire. Il y a assez peu de différence. Donc il n'y aura pas trop de jaloux. Hein. Même si il y a toujours certains qui sont défavorisés. Mais voilà, ça va plus se jouer entre ceux qui auront 8 et ceux qui auront 11. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. En termes de force, en termes de magie, voilà. En termes de growth rates, alors là c'est différent, parce que là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Hein. Il y a ceux qui seront dans le flux monotype, et c'est eux qui vont généralement avoir les meilleurs résultats. Je pense notamment à Petra, notamment pour Black Eagles, hein, à Petra, Ferdinand aussi peut vraiment bien s'en sortir. Mais vous voyez, déjà, dès qu'on parle de Bernadetta, dès qu'on parle des gens comme Linhardt, les GR ont une importance dans ce jeu, surtout que vous n'avez pas de limite, donc c'est pas les maximum stats qui vont être devant, ou pas qui vont, ils n'ont jamais été devant, je sais pas ce que je veux dire, mais qui avaient une importance quand même. Là, c'est complètement que les GR, parce qu'on a vu que les bases stats, c'est limite, c'est à peu près kiff-kiff. Donc là, vraiment, ce qui se joue là, c'est un petit peu les bases stats, mais vraiment très très léger, et surtout les GR. Donc, évidemment, quand Bernadetta a 35 de GR de force, elle a un déficit. Hein, voilà. Surtout qu'elle va avoir un cursus très très porté sur les archers. Alors, il y a toujours un con pour dire, oui, mais elle a beaucoup de critiques, oui, mais dans ma partie, elle est insane, oui, mais elle n'est pas autant insane, vous verrez, que si vous la mettez, par exemple, Lord Wyvern ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que ça donne quand elle est Lord Wyvern, vous verrez la différence. Hein, voilà, tout simplement. Et oui, parce que vous avez 15% de GR de force en plus, 10 de vitesse en plus, quand du côté, en gros, si vous visez le cavalier archer, vous avez que dalle, c'est vraiment une classe. Et en plus, je me suis rendu compte dans mes parties successives que, oui, attaquer à 3, 4, 5 cases, c'est bien, mais c'est pas si essentiel que ça. Hein. Moi, franchement, j'ai joué avec Lord Wyvern Hachette. C'est suffisant, hein, c'est suffisant, franchement. Et quand j'avais un problème vraiment de distance, j'avais quand même l'IGTA pour taper un peu. Franchement, je suis pas sûr. Je pense que c'est surcoté. Hein. Autant dans Shadows of Valencia, je trouvais ça beaucoup plus fort, hein, quelque part. Je sais pas, c'était pas présenté pareil. Puis de toute façon, dans Shadows of Valencia, il y avait l'art de combat monstrueux, que là, ils ont mis uniquement à une classe qui a moins de mouvement. Qui était le volet du chasseur. Comment ça s'appelle, chasseur du volet Hunter's Volley, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais. Qui est déjà beaucoup moins puissant dans ce jeu-là, mais qui en plus est référent d'une classe uniquement, et si vous en changez, fin du game. Hein. Donc voilà, on peut débattre, hein, mais déjà parce que ça rajoutait, je crois, 15% de critiques et des dégâts dans Shadows of Valentia. Donc, et ouais, mais c'est pas la même chose. Hein. Dans un jeu où les critiques, vous aviez votre technique, c'est votre critique. Et ouais, mais ça fait beaucoup plus de critiques. Et donc ça faisait de cette classe qui attaque à très lourde distance, très longue distance, la meilleure classe du jeu, en tout cas, meilleure classe finale du jeu. Avec, évidemment, comment ils s'appellent, les mercenaires en T3, là, je sais plus comment ils s'appellent.
Donc il y avait évidemment une réduction de dégâts sur la résistance, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, vous pouvez me dire c'est très fort, oui, mais si c'est très fort, bah alors il y a encore des trucs encore plus forts. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le truc. Hein, voilà. Voilà, après, donc évidemment qu'il y a des... Ça, c'est les GR qui, à mon avis, dans ce jeu, vont définir quand même quel perso est meilleur qu'un autre, hein, vous pouvez être sûr. Je suis désolé, mais un Félix qui a 55 et 55 de GR de force et vitesse, bah c'est pas la même chose que Ingrid qui a 35 et 60. Hein, voilà. Ingrid qui va avoir aucun problème à doubler, mais 35 c'est un petit peu léger. Hein, voilà. Pareil pour Annette. Oui, Annette qui a 35 de GR vitesse. Et elle a quand même une bonne... Mais justement, moi je préfère avec les mages avoir une meilleure vitesse, parce que ça va être ça leur plus gros point faible. Et parce que la magie en elle-même est forte. Hein, vous voyez, taper avec la magie dans ce jeu, c'est déjà une assurance d'avoir quand même un bon résultat. C'est la vitesse pour les mages qui est vraiment importante, et elle a 35. Donc ça c'est... Vous voyez, donc c'est au niveau des GR que là on va peut-être retrouver quelque chose. Allez, j'enchaîne un petit peu. On a vu les maximum stats. Alors il y a l'Isitea, je crois que j'ai maxé les PV assez rapidement. Parce qu'elle a un maximum stat très très bas. Hein, je crois qu'il est de 49 ou un truc comme ça. J'aimerais pas dire de conneries. Elle est où l'Isitea, voilà, 48, 49. Moi je crois que j'avais 49. Hein. Voilà. Et donc voilà. Mais c'est devenu vraiment en gros oubliable. Vous voyez, vous pouvez les oublier les maximum stats. Ça n'a plus aucun effet hein, quelque part. Donc voilà. Les niveaux de skill, alors ça, vous savez, c'est les points forts, points faibles. Alors ça a une importance, mais ça n'a pas autant d'importance que je ne le pensais au début. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un personnage très efficace avec quelque chose qui n'était pas un point fort. Là où ça commence à être un peu plus chaud, c'est quand c'est un point faible. Faut pas monter à trop plus que B, parce que c'est déjà très très long hein, d'arriver à B. Et souvent, il faudra un renfort de gemmes de savoir pour compenser, parce que sinon, c'est assez chaud. Hein. Donc voilà. Donc voilà, il y a une variété de possibilités. Certains sont quand même mieux lotis que d'autres, parce que tout ne se vaut pas dans ce jeu. Hein. J'ai tendance à préférer les haches, les arcs, la magie évidemment, l'autorité, un petit peu de cuirasse, mais pas trop, donc c'est pas indispensable. L'aérien aussi est très fort, voilà. Le reste, vous voyez, le cavalier par exemple, c'est bien quand vous avez que ça à mettre, mais j'ai trouvé que dans le jeu, il y a beaucoup de zones qui vous ralentissent, à pied et à cheval. Du coup, moi j'ai vite compris que l'aérien est quand même supérieur et de très loin. Les gantelets, alors le problème des gantelets, c'est peut-être le meilleur, quand vous êtes maître de guerre, c'est le meilleur DPS du jeu. Mais le problème, c'est que c'est limite de l'overkill. Très sincèrement. Surtout que vous n'êtes qu'à pied, et que le critique, c'est déjà de l'overkill, parce que vous faites 2 attaques, que vous avez des dégâts monstrueux, c'est vraiment très fort, hein, il n'y a pas à doute. Peut-être qu'en lunatique, il faudra bien ça pour affronter les gens. Hein. Si il y a nécessité, on prendra ça. J'en suis pas sûr, personnellement, voilà. Mais c'est vrai que c'est très très fort, hein, évidemment. Le problème, c'est que ça empêche quasiment d'être volant, quoi. Vous voyez, parce que c'est incompatible. Donc c'est un peu le problème, je trouve. La lance et l'épée. Alors l'épée, je suis pas très fan. Parce que depuis, j'ai découvert que y a pas d'attaque à distance, quasiment, avec l'épée. La hache, c'est beaucoup mieux parce que depuis que j'ai découvert qu'on peut baisser le poids d'un petit peu tout, et c'est utile avec la hache parce que c'est quand même ce qui est le plus lourd. Et puis la lance, c'est un petit peu une hache en moins bien, mais de temps en temps vous aurez des persos qui ont coup double et qui donc peuvent en tirer parti. Voilà, c'est un peu le bilan que je fais des armes, globalement. Voilà. Donc ceux qui ont coup double, hein, je crois que c'est... il y a Ferdinand, il y a 7 têtes, et peut-être Sylvain, je crois bien. Donc ça peut être intéressant sur eux quand même si malheureusement je n'aime pas trop le cavalier paladin, parce que je trouve qu'il baisse la vitesse, et au final j'aime pas trop. Ce qui fait que j'ai même fait un truc un peu contradictif,
j'ai pris du volant et entraîné un peu la lance en parallèle, tout en utilisant la hache une majeure partie du temps. Donc dès que j'ai un ennemi rotor, je fais le coup double avec l'Uin par exemple, etc. Vous voyez ce genre de stratégie, parce que je préfère être en vol plutôt qu'avoir une classe de paladin qui me baisse de 10% mon GR de vitesse. Stratégie, hein, ça peut être sympa. Ensuite, les talents cachés. Alors les talents cachés, vous savez que c'est un petit peu, la plupart du temps, inutile. Franchement, il n'y en a aucun que je me suis mis à utiliser. Au début, je pensais que celui de Ferdinand était pas mal, et il sera peut-être utile en lunatique, peut-être, hein. Mais sachant que c'est pas, vous pouvez pas l'utiliser contre les boss, donc déjà c'est un peu con, hein. Donc le saut vitesse, qui baisse de -6 la vitesse. Donc si vous le couplez avec la Wyvern, ça fait -6 en vitesse et en défense, peut être intéressant. Mais mis à part ça, bon... Oui, c'est... Il peut y avoir 2-3 trucs sympas, mais c'est quand même globalement... La plupart du temps, c'est un truc contradictif, et où vous devez utiliser un truc contradictif avec le personnage et ses points forts. Je suis pas très fan. En tout cas, pas ses points forts, je retire ce que j'ai dit, parce que ça devient un point fort, mais plutôt ses points forts de JR. Hein. Voilà. Souvent, oh, bah, j'ai 55 de force, et puis c'est vrai que j'ai quand même 30 de magie, et donc je m'appelle Félix. J'ai limite le plus de GR de force du jeu, mais allons prendre un petit peu de la magie. Oui, mais bon, surtout que c'est que 10% de critique hein, dans son cas. Oui, mais bon, oui, ça sera peut-être correct, surtout qu'il a un bon GR de vitesse, mais bon, hein, j'ai envie de dire, c'est, voilà. Hein, moi, je suis plutôt adepte de le laisser à son point fort, 55 de GR de force, ça me paraît mieux quand même. Vous voyez, c'est ce genre de dilemme, généralement, moi, je suis pas très intéressé par ça. Après, il faudrait que je teste, hein, peut-être que je serais agréablement surpris, mais est-ce que ce serait mieux que Lord Wyvern pour lui? Je ne sais pas. Hein, on rappelle qu'avec Lord Wyvern, ça ferait qu'il aurait 70% de force de GR. Hein. Merci, au revoir. Donc non, mais voyez, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ça lui ferait quand même un destin physique complètement monstrueux. Donc faut voir, hein, faut voir. Alors vous me direz, attends, mais Balthazar, t'es con ou quoi? T'as juste qu'à faire de lui un cavalier archer, il a tout pour ça. Ouais, mais vous verrez que... Moi j'ai essayé les deux, hein, c'est pour ça que je vous dis. Hein. Au début, la première partie que j'ai faite en serre d'or, je l'ai fait cavalier archer, j'ai vu ce que ça a donné. Certes, c'est ses points forts, hein, évidemment. Mais il n'a pas de point faible pour la hache et pour le aérien. Donc ça se joue toujours, c'est juste un petit peu plus lent. Sachant que vous pouvez vous arrêter à A et B, hein, oui, c'est pas, on n'est pas obligé d'aller à fond dans les trucs, hein, voilà. Donc, j'ai constaté qu'il était 1000 fois plus performant avec... Il est déjà fort avec le cavalier archer, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais vous sentez de temps à autre que vous avez des ennemis qui pourraient être double shot avec... voyez, une hache, et qu'avec l'arc, limite, il faut monter un peu en gamme, voyez, un arc en argent plus, voyez, alors que, habituellement, avec une hachette basique, j'arrivais à les doubler, voyez. Donc, on peut débattre, hein, mais... Ce qui veut dire qu'en lunatique, ça risque de bloquer un peu sur le taux de dégâts, hein, vous voyez, quand même. Faut voir, hein, moi, je dis ce que j'ai ressenti. Il a écrasé le jeu quand je l'ai mis en Lord Wyvern, encore plus qu'en Cavalier Archer. Je donne mon avis, hein. Donc voilà, vous voyez, ces trucs contradictifs, on peut en parler, mais c'est un petit peu... voilà. Hein. Allez, je fais assez vite parce que là, c'est déjà 1 heure. Les blasons. Alors les blasons, bah, j'ai rien à en dire. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Hein. Félix, notamment, on en parlait, c'est assez sympa. Lysitea. Les autres, c'est un petit peu... bon. Déjà, c'est aléatoire, donc bon, première chose. Et puis, c'est un petit peu, voilà, au petit bonheur la chance, quoi. Hein. Donc... certains en ont des sympas, d'autres, c'est que quand vous utilisez des arts de combat. C'est pas ce que je retiendrai du jeu, c'est sympa de l'avoir mis. Hein. Ça remplace un petit peu les techniques d'activation type lunaire, etc. On peut dire ça comme ça. Mais voilà, rien de très marquant hein, sur ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à... C'est via le personnage, hein, donc voilà. C'est soit vous choisissez le personnage en fonction de ça, et c'est un peu bête, je pense. Ça vaut pas à ce point-là la chose, sachant que la plupart des gens qui sont forts ont déjà quand même des emblèmes forts. Hein. On parle de Hilda, on parle de Félix, voilà, hein, ces gens-là quand même qui
qui assure plutôt bien. Les ITA, voilà. Donc, ok, on enchaîne assez vite. Bon, après, je passe un peu. Hein. Les sorts, bah, c'est ceux que vous apprenez en fonction. Ça, j'y reviens pas. Il y a des nuances, mais ça, je vais un peu passer assez vite. Voilà. Les changements de classe qui, eux aussi, sont favorables aux montures volantes, hein, pour le coup. C'est même les bonus les plus intéressants. Voilà. Bon, ça, je passe un petit peu. C'est de l'optimisation plutôt. Voilà. Ça, je passe. Hein, voilà. Ça, j'en ai déjà parlé. L'équipement, on en a déjà parlé. Le système de forge, on peut en parler, ça. Alors, le système de forge que j'ai beaucoup aimé, ça je l'avais mis dans mon commentaire quand j'avais fait le jeu à moitié déjà pour ma première partie. Vous savez que je suis en top commentaire jeuxvideo.com, hein, voilà. D'ailleurs, je rigole fortement parce que mon avis que je donnais là, je voulais absolument faire de la pub pour le jeu. Hein. C'était vraiment mon objectif pour vraiment donner envie aux gens, alors que j'avais fait le jeu à 50% à peu près, de donner envie aux gens de... Non, j'avais peut-être fait... Attendez, j'ai fait quand ce... Non, je l'ai fait quand j'étais au chapitre 20. Ouais, voilà, j'ai fait le truc quand j'étais au chapitre 20 de ma première partie sans Edelgard, du coup, dans la voie d'Edelgard, mais sans Edelgard. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je leur donne envie de faire le jeu. Et donc, j'ai fait ce commentaire sur jv.com. Et donc, ceci expliquant cela. Et effectivement, j'avais dit dans ce commentaire que effectivement, le système de réparation, j'aimais beaucoup plus que celui de Fates, parce que le problème, c'est que Fates, j'aimais pas cette histoire d'objets qui avaient des malus. Vous voyez, ça me dérangeait. Je préfère que le malus vienne du poids, comme c'est dans ce jeu. Votre hachette, elle fait 10 de poids, mais si vous avez suffisamment de vitesse, vous pouvez quand même doubler. Et ça, j'aime beaucoup. Que la hachette, il me semble bien, je me trompe pas, que la hachette dans Fates, si vous n'aviez pas, en fait, vous n'aviez pas du tout de manière, parce que ça empêchait dans l'objet lui-même de doubler, en fait, ce qui est pas très logique. Hein. Et j'aimais pas trop ce genre de sanction, voilà. Je trouve que ça rendait la plupart des objets peu utilisables, voyez, peu attractifs. On se retrouvait avec le fait d'utiliser en fait des épées en fer, des haches en fer, etc. Juste le truc en fer, parce que c'est là où vous aviez pas trop de malus, vous voyez. Donc c'est un peu dommage. Hein. Donc voilà. Donc j'aime bien cette façon déjà d'aborder les objets. Idem pour la forge. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait 2 niveaux d'amélioration plutôt qu'un seul, puisque là c'est des versions plus seulement. Hein. Une hache en fer qui devient une hache en fer plus, et c'est terminé. Hein. On ne peut pas juguler le nombre de points qu'on lui met en plus, hein, de puissance, de critique éventuellement. Donc c'est un système de forge qui est très très orienté. Hein. Vous n'avez pas votre mot à dire sur les éléments que vous augmentez. C'est un choix. Il se défend, ça m'a pas dérangé. J'ai accepté ça, et je trouve que c'est bien mieux déjà ce système-là que le système de doublon, vous voyez, infini là, où il faut avoir 5 versions du même objet pour avoir un objet. Vous voyez, j'aimais pas ce système. Donc, je suis heureux qu'il soit revenu à ce système-là. Hein. Ensuite, les instructions, ça j'en ai déjà parlé, je trouvais ça assez cool. Le réfectoire, il n'y a rien à en dire, hein, vous augmentez la motivation de vos élèves. La pêche, il y a des stratégies, à certains moments, vous avez des jours qui vous augmentent x4 le nombre de poissons pêchés, donc x4 l'XP que vous récupérez. La serre, pareil, je crois bien avoir compris que c'est des objets permanents, hein, qu'on gagne hein, quand même. Donc ça, vous utilisez évidemment toujours la même chose, achetez-en 100, 150, c'est évidemment la fleur azur. La fleur azur, les vrais savent, hein, les vrais savent pourquoi je dis ça. Hein, pourquoi la fleur azur, c'est les vrais savent. Donc ça, je ne vais pas le dire en plus, hein, les vrais connaîtront pourquoi je vous demande d'en acheter une centaine maintenant. Hein. Les vrais comprendront. Les objets que vous donnez, bon bah ça c'est un peu pour quand vous recrutez les gens. Les tea parties, donc ça bah, c'est quand vous offrez un thé à votre convive. C'est sympa, j'ai trouvé que c'était assez marrant de le faire ce truc là. Alors des fois c'est assez dur parce que des fois il y a des petits bouts de phrases, vous savez pas trop à quoi ça correspond.
on aurait peut-être mérité de... Ah, mais du coup, ça aurait été un peu triché, mais de pouvoir consulter la fiche en même temps. Vous voyez? Donc ça voudrait dire qu'au moins, avant de commencer, on regarde un petit coup sa fiche. Vous voyez? Alors normalement, quand vous avez un rendez-vous, vous regardez pas vos notes. Alors, essaye de lui parler de ci ou de ça. Oui, je suis bien d'accord, hein, mais du coup, c'est vrai que c'est assez dur des fois de cerner les points d'intérêt. Alors, la plupart du temps, on commence à cerner quand on connaît bien le personnage. Tiens, si on parlait de pêche à cet homme qui est amateur de pêche. Vous voyez, c'est ok, mais du coup, ou de sucrerie pour le Lisitia, on sait que ok. Mais voilà, hein. Des fois, c'est pas évident pour certains persos qu'on connaît un peu moins, ou on se souvient plus trop. C'est un peu plus dur quand même, hein. Et puis des fois, il y a des choses un petit peu plus borderline, comme est-ce que vous défendez vos alliés ou je sais pas, ce genre de truc. Et là, des fois ça va mettre de pas bon alors que vous pensiez que la personne était plutôt... Vous voyez, donc des fois c'est pas évident, hein. Des fois c'est évident, genre les sucreries, machin, on sait très bien ce qu'ils aiment, mais des fois c'est un peu moins évident. Les statuts, bah, c'est des petits bonus, alors là aussi c'est intéressant parce qu'il y a un peu de stratégie à faire. Qu'est-ce qu'on augmente en premier, hein. Moi évidemment je faisais beaucoup de Lord Wyvern, donc la statue avec la hache et où il y avait l'XP de classe, ça m'intéresse toujours beaucoup en premier, hein, évidemment. Les quêtes, bon, bah, elles sont pas très intrusives, hein, c'est assez simple généralement. Les habiletés, donc les techniques. Alors les techniques, j'ai été un petit peu déçu sur certaines, parce que c'est vrai qu'il y a peu de choses qui sont vraiment utilisables, hein, globalement. Bon, je pense que tout le monde aura trouvé que les arts de X sont très intéressants, mais sachant que c'est lié à la classe, hein, de toute façon. Et, ou alors il faut maxer S+, c'est loin quand même, pour le maniement. Mais surtout, vous aurez surtout vu, effectivement, le coup fatal et tous ses dérivés magiques, etc., qui est évidemment très, très fort. Le coup rapide, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez compris, hein, le coup rapide, c'est-à-dire le plus 6 en attaque speed quand vous attaquez, qui est aussi très fort. Voilà, il y a quand même quelques valeurs fortes, mais en fait, il y a assez peu de choses qui sont utilisables, hein, très honnêtement, parce que tout le reste, ça passe quand même un petit peu à l'as, hein, globalement. Il y a des trucs qui sont intéressants. La maîtrise du niveau 1 à 5, bah oui, mais ça c'est très fort, mais avant c'était pas, on n'avait même pas besoin d'en mettre une technique, vous voyez. Donc ok, ça c'est un peu un truc un peu idiot, quoi. Voilà, vous êtes obligé un peu de le mettre parce que ça vous augmente de la précision, de l'esquive, de l'évitement quand vous avez votre maniement en cours. Oui, enfin, évidemment qu'on va le prendre, mais du coup ça fait un peu, c'est ce qu'on gagnait quand il y avait le maniement avant, hein. Vous voyez, c'est avec les maniements qu'on gagnait avant. Donc c'est un peu bon, ok, ça prend une place pour rien. Pour le reste, après, c'est un petit peu oubliable. J'ai même envie de vous dire, moi j'ai tendance à mettre les forces plus 2 et vitesse plus 2. Non mais sans déconner, même à la fin du truc. Parce que, voilà, le poids moins 3, il y a tellement rien d'autre vraiment d'intéressant pour que ça fasse une efficacité pure sur le jeu, que, voilà, précision plus 20, est-ce que c'est vraiment... voilà, est-ce que c'est vraiment indispensable? Grosse question. Vous voyez, il y a plein de... Moi je pense pas, je l'ai jamais mis, je crois que c'est vraiment pas utile. Moi j'ai fait tout le jeu sans ça. Oui, à certains moments, il y a des ennemis qui sont sur des herbes, qui sont par ailleurs des épéistes, donc c'est un peu plus chaud de les toucher. Bon, rien de bien impossible à tester, hein, vraiment. Impossible à liquider, donc bon, je sais pas. Le drain de vie, oui, c'est sympa, mais bon. Le jeu est tellement simple par ailleurs qu'on va y venir juste après, hein, la difficulté. Voilà, donc c'est un peu mon avis ici. Il y a la danse de la danseuse avec la chorégraphie, qui est très sympa. Voilà, il y en a deux, trois quand même comme ça, mais quand même un panel assez réduit, hein. Comme ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Comme ils ont viré les lunaires, les stellaires, etc. Stellaire qui est une catastrophe maintenant liée à une classe, je crois, hein. Donc, du coup, bah, il y a moins de choix quand même, hein. C'est assez limité. Bon. Après, on trouve notre bonheur, hein. Au final, il n'y a que 5 places, donc finalement, on finit par trouver quand même des choses correctes. Les bataillons. Alors les bataillons, j'ai beaucoup aimé cette nouveauté. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'utilisation contre les monstres de certaines cartes. Qu'il y ait l'idée que ça soit, voilà, vous avez un monstre, vous allez utiliser vos escouades pour faire détruire leur case de, vous savez, de protection. Ça, j'ai adoré. Ça, je l'ai pas vu venir dans les Fire Emblem. Je trouve que c'est une nouveauté incroyable.
Ça augmente un petit peu la vision du jeu, et c'est vraiment frais. Je trouve que j'ai vraiment trouvé ça frais. Alors, en plus du fait que les bataillons eux-mêmes augmentent les stats, d'ailleurs dans des proportions un petit peu abusées, hein, plus 7 en puissance, des fois plus 3 4 en protection, plus 2 en résistance, plus 15 en critique, esquive. Putain, les stats que ça donne, hein, dis donc, c'est quand même balèze. Mais sinon, pour l'histoire ce qu'on appelle les gambits, hein, donc quand on utilise les effets, je sais plus le terme en français, on va dire que c'est des gambits, hein, voilà. Vous faites des effets sur les monstres pour détruire leur. D'ailleurs, on peut faire aussi sur les éléments basiques, mais souvent on le garde pour les monstres, hein, c'est un peu logique. Mais ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que ça ajoute vraiment une dimension dans le jeu. Vous voyez, c'est pas qu'un truc qui rajoute juste des stats. Non seulement c'est visuel, mais en plus il y a une fonction statistique, et en plus il y a une fonction quand même stratégique et de destruction de choses que vous ne pouvez pas faire différemment sinon. Parce que taper juste normalement détruit moins vite quand même les barrières, hein. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Ça c'est vraiment un gros point fort du jeu, hein. En tout cas voilà. Les adjudants, donc ceux vous savez que vous pouvez mettre sur. Il y en a 3 jusqu'à un maximum de 3. C'est sympa, ça me paraît être quand même de l'XP gratuite, hein, de certains points de vue, parce que je pense pas que celui qui porte le mec derrière perde de l'expérience, hein. Je pense que c'est toujours en plus, donc c'est vraiment, là encore, c'est quelque chose d'assez fort, hein. Vous ne perdez rien à les mettre. Les paralogues, j'ai trouvé ça. Alors évidemment, il faut dire que les paralogues, j'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué que limite certains chapitres du jeu normal. C'est là où il y a les difficultés les plus élevées, j'ai trouvé. Maintenant, c'est pas impossible non plus, hein. Il y en a 2-3 qui sont assez complexes à prendre, mais ça reste quand même tout à fait intéressant et correct. En tout cas, voilà. Je crois que j'en ai fini un petit peu avec le gameplay, donc on va s'arrêter là, et j'y vais vite enchaîner. Je pense qu'on va partir sur une review de 1h30, hein, parce que j'ai encore des choses à dire, et je dois finir, tant pis. La musique. Allez, j'enchaîne avec la musique, et on va essayer de speeder un petit peu. La musique. Mais bon, le gameplay, c'était un petit peu... J'étais obligé un petit peu de... Voilà. Bon, le gameplay, c'est le gameplay, hein, c'est le truc le plus important du jeu, donc voilà. La musique. La musique, j'ai trouvé que on se situait quand même en dessous de la plupart des Fire Emblem que j'ai déjà fait. Maintenant, de là à dire... Je pense que je peux le mettre au-dessus de Awakening, mais en dessous de Fates, et à égalité peut-être avec Radiant Dawn, Path of Radiance. On sera pas d'accord peut-être, hein, mais... donc en gros, si vous voulez le situer, je mettrais le niveau musical dans la moyenne, vous voyez, dans une moyenne faible, voilà, moyenne faible. Donc c'est pas pire que certains autres opus, mais c'est quand même dans ceux où je retiens le moins de thèmes. J'ai aimé le deuxième thème de bataille. Voilà. C'est le seul qui m'a marqué un petit peu. Et c'est tout. Je crois vraiment il n'y a que ça. Tout le reste, je crois que j'ai oublié. Je trouve pas, franchement, je trouve pas que ça soit sensationnel, personnellement. Voilà. J'ai beaucoup plus aimé les musiques de Fates. C'est mon avis, hein, voilà. De Fates, il y a tellement de bons thèmes. Franchement, c'est assez impressionnant. Alors, ce qui est aussi en cause, je vais vous dire honnêtement, c'est que les musiques, on les repasse très souvent en boucle. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, c'est aussi dû au fait qu'on a l'impression qu'il y a un manque de thème. J'ai l'impression que les musiques tournent en boucle dans ce jeu. Donc ça, c'est un vrai problème. Un manque de variabilité des musiques, ce qui fait que limite à un moment donné, les thèmes ils vous saoulent. Et ça, c'est typique des jeux qui réutilisent trop leur musique. Voilà. Donc c'est quand même fou que dans une OST, alors qu'ils nous avaient habitués à une palanquée de thèmes, on se retrouve toujours avec les mêmes thèmes. Ça, je trouve que c'est vraiment un problème. Vraiment.
Donc ça aussi, ça joue un petit peu. Mais c'est pas que ça. Hein. Il y a aussi qualitativement, les thèmes, je trouve, sont quand même moyens. Hein, voilà. J'ai pas été transcendé par... voilà. Il y en a certains que j'ai bien aimés, mais voilà, c'est pas non plus mémorable. Et pour vous dire, je n'en rajouterai pas dans ma playlist, sauf peut-être voilà, le deuxième thème de bataille. Hein. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Hein. Donc, j'ai trouvé ça quand même un peu moyen. Alors, je sais que dans mon avis de jeuxvideo.com, j'avais dit qu'il y a de bons thèmes. Hein. Oui, au début, j'avais trouvé ce thème-là. Voilà. Et je pensais que ça allait continuer dans le jeu. Sauf que, voilà, après, au cours du jeu, bah, ça se poursuit et ça se répète. Vous voyez, donc du coup, bah, c'est là où ça manque un petit peu. Hein. C'est... Ouais. Il y a un problème, ça manque de thème. Ça manque de thème, je pense. Pas assez varié, pas assez qualitatif aussi, je trouve. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçu. On va arriver à la difficulté. Alors là, c'est un gros point aussi. Un gros point. Alors la difficulté, c'est un gros point faible. Pour l'instant, en tout cas. La difficulté, pour être tout à fait honnête, quand j'ai fait ma première partie avec la voix d'Edelgard, sans Edelgard, finalement, déjà cette voix-là, où j'avais recruté personne, mes optimisations, elles étaient dégueulasses, mais dégueulasses, vraiment. Bah même avec ça, j'ai trouvé le jeu, mais ultra simple. Mais ultra simple. Et puis après, je suis arrivé avec Claude, où là, j'ai commencé à mettre un doigt dans l'optimisation. Mais là, c'est pas que le jeu était simple, ça devenait une honte, voilà. Ça devenait une honte. Et tout ça en difficile. Hein. Même le premier jet, hein. Voilà. Et alors là, je crois que c'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire que là, bah, je one-shotais tous les ennemis de la map sans aucun problème, en ne prenant plus aucun dégât quasiment. Même dans ma première partie, je pouvais de temps en temps être blessé assez sévèrement par les gros monstres, par X ou Y. Là, ce n'était plus du tout le cas. Parce que optimisation. Ce jeu est d'une simplicité même un petit peu dérangeante. Voilà, pour être tout à fait honnête. Je pense que il y a trop... En fait, ce qui est problématique dans ce jeu, je pense, c'est mon avis, hein, après coup, il y a trop d'éléments qui vous donnent des bonus. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Vous avez les arts de combat. Vous avez les gambits. Vous savez, hein, ce qui vous donne des bonus en fonction de l'escouade que vous avez. Vous avez des objets cheatés comme on a vu tout à l'heure. Vous avez le replacement en fin de tour, le retour du replacement en fin de tour. Vous avez tout un tas de trucs qui font que, de toute façon, par nature, ceux qui vont optimiser vont se retrouver dans une situation complètement folle où ils vont surdominer le jeu. Ce qui me fait craindre, je vais même vous dire, qu'en lunatique, même en lunatique, on arrive à péter le jeu. Alors, il y aura plus de résistance, j'en conviens. Le départ va être horrible, comme d'habitude, parce qu'au départ, c'est vrai que, même en difficile, c'est vrai qu'au départ, vous avez quand même un échange de ping-pong correct, hein, quand même, au départ. Hein. Mais au cours du jeu, ça change tellement. Voilà, donc, même en lunatique, on aura, je pense, quand même ce genre de différence. Parce que, même en lunatique, on n'attend pas que vous ayez le moins d'optimisation possible. On est d'accord. Mais il y a tellement d'écart que je pense quand même que... Et puis là même je me suis retrouvé... Même avec ma dernière partie, par exemple, j'ai oublié d'utiliser... Parce que j'allais tellement vite que j'utilisais pas les objets de boost. Donc même, j'ai optimisé, mais j'ai pas encore optimisé à répartir, à qui je mets la vitesse. Est-ce que je mets à l'IJTA qui manque un peu de vitesse? Vous voyez, si j'optimise encore plus que ça, est-ce que je peux le faire encore plus que ça? Mais on va arriver à quoi? Vous voyez, c'est vraiment... Alors, je sais que je suis peut-être un joueur expert de Fire Emblem qui optimise à un point tellement fou que voilà. Mais quand même, je me dis, là, on a un jeu
en difficile, mais c'est facile. Vous voyez, c'est trop facile. Vraiment, il y a un problème. Et donc, c'est un gros point faible du jeu. Vraiment, c'est un très très gros point faible du jeu, moi j'ai trouvé. Et puis, une honte quand même, parce que moi, si j'avais vu, je vous le dis très honnêtement, je finis ma première partie, je vois que le mode difficile est facile. Ce que j'aurais fait normalement, c'est que je me serais mis au mode lunatique. Voilà. Très honnêtement. Le problème, c'est que ce mode lunatique n'existe pas. Il n'existe pas encore. Et ça va jouer sur la note. Il va y avoir une petite sanction sur ça. Parce qu'évidemment, ils ont déconné. C'est quoi? D'habitude, il y a toujours le mode lunatique. C'est quoi cette histoire? Donc, là, j'ai été un petit peu gêné par ce manque crucial de difficulté. Et puis même le début en difficile. Certes, c'est un petit peu plus corsé, mais il suffit de faire gaffe, voilà, en étant un peu prudent, vous y arrivez largement. Donc, quelque part, franchement, gros point faible. Gros, même carton rouge. Carton rouge parce que là, j'ai vraiment trouvé que c'était un scandale absolu. On va parler de la rejouabilité maintenant. C'est quelle heure? C'est 1h22. Donc là, c'est quand même... va falloir se dépêcher, je vais essayer de finir avant 1h30. Rejouabilité, elle est énorme, parce que vous pouvez faire le jeu 4 fois. Alors, je vais vous dire quand même, très honnêtement, je vais pas vous mentir, à chaque fois, il y a au moins 80-90% du jeu qui est commun aux voix. Non mais soyons honnêtes, ceux qui ont fait le jeu, soyez honnêtes. Vous faites le Serdor, vous faites Edelgard, voix de l'église, c'est la même chose à 100% quasiment. Quasiment. Donc, il y a des petites différences. Le chapitre final, peut-être, voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai, il y a que le chapitre. Voilà, il y a un chapitre qui est différent. Donc 22, ça fait. Vous faites à peu près le ratio de pourcentage 90-95% de choses communes. Voilà, donc arrêtez. Voilà. Donc, il y a ça. Maintenant, j'avoue quand même qu'il y a une approche qui est différente. Claude, Lysitea, ils disent pas la même chose, parce qu'ils sont pas en présence, en fait, que quand ils sont recrutés chez. Lion de Saphir. Parce que ceux qui sont mis en avant, c'est ceux qui sont de la voie et de l'école concernée. Voilà. Donc c'est notable. Et puis même, il y a quelques personnages qui sont vraiment uniques à certaines voies. Hubert, vous ne l'aurez que dans la voie de Edelgard. Donc c'est quand même notable, très clairement. Donc, rejouabilité, je dirais que, moi, franchement, très honnêtement, pour être tout à fait honnête, ma première partie, j'ai mis 45 heures. Parce que j'avais tellement fait rien de ce qu'il fallait faire dans le jeu, pas d'annexe, pas de paralogue, parce que je comprenais pas, j'avais pas recruté les élèves. Et oui, j'avais très peu de gens avec moi, j'avais pas Edelgard et Hubert, donc j'avais très peu de gens. J'ai fini en 45 heures. La deuxième fois que j'ai fait le jeu, j'ai mis 70 heures. Voilà. J'ai mis 70 heures pour faire le jeu, cette fois vraiment à 100%. Donc, voilà, c'est quand même... ça vous donne une petite idée de la rejouabilité qu'il y a. Et il y a quand même des choses qui changent entre chaque voix différente. Et puis je parle même pas de la rejouabilité, type, je change ma façon de jouer. Je prends des classes différentes pour mes personnages. Donc évidemment que ça encore, ça rajoute de la rejouabilité. Donc la rejouabilité est immense, gigantesque, vraiment. Comme très souvent avec les Fire Emblem. Mais alors là, je crois que c'est vraiment démultiplié. Parce qu'il y a 3 voix différentes. C'est balèze. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire pour les DLC quand même, parce que ça c'est de la jouabilité en plus, on verra ça quand on y sera, mais voilà. On passe à un point, mais un seul point de stratégie optimisation que j'ai relevé et qui est dommage, pas d'atout et de défaveur à la création de Bilès. Eh oui, on aurait pu aimer par exemple, c'est une idée bête mais et très efficace. J'arrive, je suis face à Sotis. Quel est ton point fort? Quel est ton point faible? Parce que là, il a l'épée, les gantelets et l'autorité. Au début du jeu, on aurait pu rajouter un point fort, un point faible. Voilà. Je veux que mon Bilès soit magique. Donc je prends le point fort, magie noire, et point faible, par exemple, hache. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Voilà. Par exemple. En plus de ça, on aurait pu se dire, donc ça c'est point fort, point faible, niveau, vous voyez, des talents. On passe au côté GR. GR
et bonus de base, hein, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, bonus de base, c'est-à-dire que vous avez des stats de base, et ça fait du plus-moins sur vos valeurs de base. Hein, c'est connu, c'était dans Fates, voilà. Donc deuxième segment, le côté GR et bonus de base. Hein. Ça aurait été intéressant aussi, parce que si j'ai 35 de GR en magie, ça peut être sympa d'augmenter un petit peu. Vous voyez, enfin, de faire sa petite sauce. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, surtout que même s'ils voulaient faire, ils ont voulu retourner à une sorte de personnage principal qui a des facultés très ciblées pour ne pas lui changer sa couleur de cheveux, etc. Vous voyez, que ça soit très ciblé. Mais en termes stratégiques, qu'est-ce que ça change? Vous pouvez lui laisser l'épée, par exemple. L'épée, il allait l'avoir, épée, gantelet, autorité, vous pouvez le laisser fixe, pour que tout le monde l'ait, par exemple. Et comme ça, on peut juguler, nous, ensuite, avec ce qu'on veut mettre. Vous voyez, parce que comme ça le personnalise un peu, si c'est notre personnage, après tout. Hein. C'est dommage, parce que ça, c'était intéressant, en plus, hein, quand c'était fait avec Fates. Hein. Ça ajoute un petit truc en plus à kiffer. Allez, c'est dommage, bon. J'ai trouvé que c'était dommage, donc petit point faible. Pour moi, ça, c'est quand même un petit point faible. Et enfin, je termine avec la variabilité. On revoit souvent les mêmes cartes réutilisées jusqu'à la corde. C'est ce que j'ai noté. Eh oui, ça c'est un petit peu la même chose que les musiques. Et alors là, il y a quand même un scandale absolu, c'est que même on voit d'abord les cartes souvent en escarmouche, et ensuite on le découvre, attends, mais en fait c'était une map de paralogue ou de chapitre principal. Aïe, l'arnaque hein, quand même là. Et c'est là où vous vous dites que ça manque un petit peu de cartes différentes quand même. Hein. Parce que là, c'est quand même... J'ai même envie de vous dire, je vais dire un truc fou, mais pour les escarmouches, je pense que gérer de manière procédurale, ça aurait pu être intéressant. Eh ouais. Non mais, pensez-y, ça aurait pu être sympa. Quitte à ce qu'on reprenne des tiles complètement similaires, mais que ça soit fait dans un ordre différent. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Parce qu'à la limite, quand on est dans ce genre de cas, sinon ça fait un peu... Là, franchement, c'est un point faible aussi, hein, très honnêtement. Voilà. Donc j'en ai fini, on est à 27, je vais faire ma conclusion. Fire Emblem, je suis toujours un peu plus bavard, donc je me prends toujours un petit peu plus de temps. Normalement c'est 1h, mais là j'ai fait 1h30. Je fais ma conclusion et je donne ma note. Alors pour moi, Three Houses, je lâche pas ce jeu. Vous voyez, je continue d'y jouer, je kiffe ce jeu. Donc déjà, je peux vous dire que ça m'a fait un petit effet différent de Fates et de Awakening. J'ai retrouvé un truc dans ce jeu, je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai retrouvé un truc que j'aime bien. Ça vient un petit peu du scénario, c'est vrai. Ça vient aussi du traitement dont on use pour faire avancer et traiter sérieusement le sujet. Parce que même si j'ai dit que j'étais un peu déçu des boss de fin, vous savez, des trois voies, je trouve quand même qu'on traite le drame et l'avancement et le sérieux d'avancement beaucoup mieux que Fates où vous aviez 4 clampins royaux, où l'histoire était risible, où, enfin, on ne savait pas où ça allait. Et ça, vous le voyez qu'ils ont compris ça quand vous voyez la bibliothèque dans le monastère, et quand vous voyez avec quel soin ils ont fait le background. Voyez ? Et ça, je trouve que c'est fort. Ça, je trouve que c'est fort parce que ça veut dire vraiment qu'ils ont compris qu'il y avait une carence et qu'ils devaient retrouver un peu l'esprit de Fire Emblem 4. Alors, on n'est pas encore au niveau de Fire Emblem 4. Pourquoi ? Et on ne le sera jamais, à mon avis. Parce que il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le chara design. Et malheureusement, quand vous voulez donner un propos sérieux, encore plus sérieux que ça, à votre jeu, à un moment donné, il va y avoir une barrière, c'est le chara design, qui est un petit peu trop coloré, qui est un petit peu trop avec des gens qui sont des adolescents, et ça, c'est ce qui fait encore la barrière. Et c'est un petit peu le côté shonen, et il faut aller vers le seinen. Et là, c'est là où peut-être ça va bloquer, alors que quand on était dans Fire Emblem 4, on avait une lourdeur, et moi j'avais un sentiment de vieillesse que je n'ai pas quand même quand je joue à Three Houses, qui est beaucoup plus frais, qui est beaucoup plus... Vous voyez, hein,
Et c'est là où on a peut-être encore cette différence-là. Cela dit, quand même, on a fait une marche en arrière pour retrouver un petit peu cet esprit-là en partie. Et rien que pour ça, j'aime beaucoup ce jeu. Par ailleurs, il est complet ce jeu. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des trucs de partout. Vraiment. Et j'ai beaucoup kiffé l'optimiser. On a enlevé ce système de duo qui, c'est vrai, peut-être était un petit peu lourdingue et un petit peu trop mécanisant, finalement. Et c'est peut-être pas plus mal, vous voyez. Donc, ouais, parce que finalement, on se retrouvait avec des situations où deux duos de gens en duo pouvaient finir la map, vous voyez. Là, quand même, je trouve que ça retrouve son intérêt de faire des équipes de 10, quand même. Ça peut, voilà, sans... comment ça s'appelait déjà vous savez, ce qui permet de rejouer une fois, élan victorieux. Ça, c'était abusé, parce que ça faisait tourniquet les deux personnes qui s'envolaient, et c'était quand même bien pété. Donc voilà. Par ailleurs aussi, on peut pester un petit peu quand même, j'y pense là, contre la disparition du triangle des armes, parce que c'est vrai qu'en début de jeu, du coup, c'est un peu la foire fouille. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut utiliser tout, et bah en fait, tout le monde est dispensable. Vous voyez, parce qu'avant, on avait quoi? On avait une situation où de temps en temps, même ce petit gars qui avait une épée qui est assez fragile, mais s'il y avait un mec avec une hache, vous pouviez utiliser ce mec frêle et pas très intéressant pour le faire jouer. Et quand même lui trouver un intérêt. Là, du coup, admettons que, décidément, je décide que Bernadetta sort du truc, plus jamais elle sera utile. Parce que même, moi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait dans ma troisième partie, même Biles, même d'autres gens peuvent entraîner l'arc et avoir un arc. Donc avoir une efficacité sur... voilà. De même que pour je sais pas moi, pour tout le reste quoi. Voyez. Donc il n'y a plus d'avantage vraiment à être spécialisé dans quelque chose. Donc petit point faible, je trouve que ça finit par être un point faible, notamment au début du jeu, ensuite on le voit moins, parce que de toute façon c'est tellement bourrin ensuite que voilà. Mais au début du jeu, le triangle des armes aurait pu être pas mal quand même, pour que chacun des membres de la team ait une fonction peut-être un peu supérieure par rapport à un collègue. Voilà. Mais ça a aussi son avantage, parce que ça permet d'entraîner d'autres choses. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que, par exemple, pour un mec qui peut manier les haches, les lances et les épées, vous allez utiliser les trois? Non. La plupart du temps, vous vous concentrez sur un hard X, hein, voilà. Et oui, voilà. Et si vous êtes Lord Wyvern, vous prendrez une hache. Si vous êtes un épéiste, vous prendrez une épée. Et vous resterez que avec les épées, avec toute la décalcomanie de ce qui existe, cuirasside. Vous voyez, tous les types d'épées qui peuvent être utiles contre X. Vous voyez, c'est ça la vérité. Non, mais c'est ça la vérité. Donc du coup, en réalité, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Moi, j'aime bien les deux systèmes à peu près. Il n'y a pas de souci. Avec les armes ou avec le triangle des armes, j'aime bien les deux. Maintenant, je pense que, au bout du bout, je pense que je préfère quand même le triangle des armes, quand même. Vous voyez, parce que, en fait, quelles vont être nos habitudes avec utiliser toutes les armes? Eh ben, on n'utilisera qu'une arme, en fait. Et oui, qu'un type d'arme, en tout cas. Vous voyez, donc en fait, c'est ça le problème. Vous voyez, ou au pire, peut-être, je sais pas, une hache et un arc. Vous voyez, pour avoir deux efficacités. L'une sur votre arme normale, et puis l'arc pour tirer les Pégases ou les Wyverns. Vous voyez, c'est ça la vérité, hein, en fait, en vrai. Hein. Donc bon, on peut débattre. Je suis pas sûr que cette utilisation de toutes les armes soit vraiment utile, en fait. Hein. Donc je préfère quand même le triangle des armes, donc voilà. Bref, du coup, je vais donner une note, et je vais donner la note de... Alors j'ai enlevé des points pour les points faibles que j'ai évoqués, hein. Donc ce qui peut paraître peut-être moins que Fates par exemple, mais je vais quand même mettre 18 sur 20. Voilà. Il y a deux points négatifs qui m'ont vraiment dérangé. La difficulté, mais je sanctionne pas trop parce que je sais que le mode lunatique va quand même arriver sous peu. Et puis, tout ce que je vous ai dit au fur et à mesure de cette review. Hein. Voilà, c'est 1h35, on va s'arrêter là. Donc voilà,
hein, je crois que je vous ai donné mon avis sur Fire Emblem Free Houses. Et moi, je vous dis à plus.